Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vers la numérisation totale des documents d'état civil en Côte d'Ivoire, ce nouveau système a été présenté par le DG de l'ONESI ce mardi. Quels sont ses avantages? Quels problèmes vient-il régler? Reportage dès le début de ce journal. Les camionneurs des pays de l'Hinterland interpellent les autorités portuaires ivoiriennes. Ils dénoncent le manque de place dans le parking mis à leur disposition, les contraignant à occuper les rues. Et puis les conséquences du réchauffement climatique ont été dépeintes à la COP27. Elle a démarré dimanche pour tenter de relancer l'action contre ce phénomène écologique. Le directeur général de l'ONESI était face à la presse. Il a présenté les enjeux liés à la modernisation de l'état civil ivoirien. Une conférence de presse qui marque le démarrage des actions de communication qui accompagnent la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Salif Yalekoué, Joseph Zécré. Le directeur général de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, a procédé ce mardi au lancement des actions de communication et de la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Un état civil nécessaire à la stratégie nationale de l'état civil en Côte d'Ivoire. L'ONESI a décidé très rapidement de s'attaquer aux véritables problèmes qui fondent la question de l'identification en Côte d'Ivoire et qui va permettre de construire rapidement le RNPP, le Registre national des personnes physiques, c'est-à-dire l'état civil. C'est de faire en sorte que ce chantier qui a commencé depuis longtemps, puisse enfin voir le jour au bénéfice des populations. À cette occasion, le premier responsable de l'ONESI a dévoilé les perspectives. L'avantage premier, c'est qu'aujourd'hui, l'État sait tout de suite qu'il y a eu un fait d'état civil, qu'il y a eu un décès, qu'il y a eu une naissance, déjà. Et ensuite, les informations qui sont collectées sur la mer sont déjà disponibles. Donc, à temps voulu, on peut émettre tout de suite l'extrait date de naissance. Ce n'est plus une déclaration qui est perdue. Le RNPP est la base nationale de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résidant ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification unique. Ce numéro devra figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. La première phase de ce projet est soutenue par plusieurs partenaires techniques, dont le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et l'Union européenne. Grogne des camionneurs des pays de l'Hinterland qui transportent le fret des opérateurs burkinabés, maliens et nigériens en cause l'inconfort du parking mis à leur disposition par le port autonome d'Abidjan, lieu d'attente de chargement, objet d'exploitation par des opérateurs immobiliers, réduisant la capacité d'accueil et les contraignant ainsi à occuper les rues. Leur reportage de Timé Danger et Kim Warwick. Ce camionneur burkinabé séjourne à Abidjan depuis une semaine déjà. Ses efforts pour trouver une place dans ce parking, mis à la disposition des pays de l'Hinterland, sont restés vains. Avant son retour non encore programmé, il est livré à lui-même. C'est à la rue qu'il est contraint de garer le véhicule de plusieurs dizaines de tonnes. Je suis là pour charger pour retourner au Burkina. Il n'y a pas de marchandises, mais dès que tu ne gagnes pas de marchandises, tu es toujours là calé. Tout ce temps, on est là garé au bord du goudron comme ça, parce qu'il n'y a pas de parking. Mais le parking, c'est petit. Les camions sont remplis dedans. Moi, je suis allé voir dedans. Il n'y a pas de place pour garer. Donc on est obligé de venir garer au bord des goudrons comme ça, en attendant pour avoir le chargement. On fait tout ici, tu te laves ici, tous tes besoins, on fait ça ici. On dort ici. Où tu vas aller dormir? C'est ici. Donc on est obligé de dormir au bord du goudron comme ça. Cette infortune est le quotidien de ses camarades mécontents de se retrouver, les pieds dans l'eau, en cas de pluie. Le port d'Abidjan est classé parmi les 3 grands ports d'Afrique. Mais nous constatons que si les camions arrivent ici, il n'y a pas de place pour garer. Un chauffeur qui arrive ici, vous avez vu l'environnement dans lequel ils sont. C'est là ils mangent, c'est là ils font leurs besoins, c'est ici ils dorment. Vraiment, ce n'est pas du tout un cadre idéal pour que vraiment les chauffeurs qui sont nos partenaires là, puissent vraiment vivre dans ces conditions. Autre préoccupation, les opérations immobilières sur le site concédé. Des chantiers qui induisent la réduction de la capacité d'accueil du parking à l'orée de la campagne cotonnière, période de forte affluence des camionneurs. On constate que le parking est en danger.
en danger un peu lié aux constructions anarchiques qu'il est en train de faire tout autour du parking. Donc nous, aujourd'hui, notre crainte est que demain, on se lève et on trouve qu'il n'y a plus de parking ici pour les gros camions. Or, qui dit port dit forcément le parking aussi. Désormais résolus à donner de la voix, les camionneurs de l'Hinterland interpellent quant à l'arrêt des chantiers immobiliers afin de sauvegarder la capacité d'accueil du parking. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en Égypte pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. La question des dédommagements financiers était au cœur des discours des pays issus du continent africain, comme le révèle Pierre Dipomélin dans ce récit. Les événements météorologiques extrêmes ont tué au moins 4000 personnes et en ont déplacé 19 millions à travers le continent, rien que depuis le début de l'année. Les catastrophes sont particulièrement sévères pour l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique n'est pas le plus grand pollueur de la planète. Elle contribue à peine à 3% de la pollution. Le président kenyan William Ruto a appelé à la reconnaissance des besoins spéciaux de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement, soulignant le cauchemar vécu par les Africains et aussi les atouts du continent dans ce combat. On estime que d'ici 2050, les impacts climatiques pourraient coûter aux nations africaines 50 milliards de dollars par an. La région de la Corne de l'Afrique, dans le Kenya, vit sa pire sécheresse depuis 40 ans. 2 années consécutives sans pluie ont plongé des millions de personnes dans la misère. C'est l'occasion rêvée de donner raison aux générations actuelles qui attendent de nous que nous ouvrions la voie à la préservation de notre planète et que nous assumions notre rôle de gardien des générations futures. Dans l'état actuel des choses, nous n'aurons peut-être jamais un moment aussi propice et il n'y aura peut-être jamais de meilleure occasion. Le Premier ministre néerlandais enfonce le clou et promet une augmentation de la contribution financière de son pays d'ici à 2025. Le continent africain est en première ligne face à une urgence climatique qu'il n'a pas créée. Une situation d'urgence qui a alimenté l'insécurité alimentaire cette année, aggravée par l'agression non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Pour renforcer notre résilience, nous devons nous adapter maintenant, bien sûr. Tout cela nécessite de l'argent. Ainsi, les Pays-Bas augmenteront leur contribution annuelle à l'engagement de 100 milliards de dollars, de 1,8 milliard d'euros d'ici 2025. Et dans le cadre de cette augmentation, nous doublerons nos financements publics pour l'adaptation au climat, dont 100 millions pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. À cette occasion, la Côte d'Ivoire, représentée par le vice-président Thiemoko Meïlie-Koné, s'est à nouveau engagée à rehausser son ambition climatique afin d'œuvrer pleinement à la préservation de la planète. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20%, a indiqué le vice-président ivoirien à la COP27. Direction Issia, dans le Haut-Sassandra, la ville souffre d'un manque criard d'eau. Pour couvrir les besoins, les populations ont recours à des puits et autres systèmes archaïques. Désemparées, elles donnent de la voix dans ce journal et pointent du doigt également l'absence de routes internes praticables dans cette ville pourtant stratégique et qui regorge de bien de potentialités. Timé Danger, Joseph Zécré. Issia, autre porte d'entrée du centre-ouest ivoirien. La localité à 398 km de la capitale économique Abidjan n'est pas au mieux de sa forme. Dans le pied du développement de la capitale du Zagoté, plusieurs épines. Sur la liste, la route. Un calvaire au quotidien qui ne laisse pas indifférent la chefferie locale. N'entrevoyant aucune lueur d'espoir à l'horizon, elle donne de la voix. Les taxis ne desservent pas toute la ville. Et les rues sont impraticables, à part les 4 principales rues qui ont été bitumées par les bitumes qui viennent des 4 villes environnantes. Il n'y a plus de goudron sur une autre rue. Autre entorse au développement, l'eau. Un besoin vital pour les habitants de Sériguier, quartier à l'entrée ouest de la ville, sur la voie menant à Saïwa. Le salut de ce village absorbé par la ville, ce puits. Sans céder au dépit, les femmes s'y rendent, l'air joyeux. Sur les lieux, comme de coutume en pays bêté, ce qui est vécu comme une déprime s'exprime en chant.
En première ligne, cette sexagénaire. Le chant à l'unisson a tout son sens. Troisième chanson. J'ai bien dit, j'étais dans le trou. Moi, mes 2 bras sont attachés. J'ai eu des gens qui sont venus pour me détacher. Donc ça, c'est mon bonheur. Le recueilli ici est utilisé pour satisfaire divers besoins. Sans aucune précaution sanitaire, ici, cela n'est point une nécessité. On ne met pas des produits dedans, on ne fait rien. Quand tu te prends le dos là, tu viens, tu prends gobelet, tu bois. Tu as soif, tu vas contrôler la maladie. Côte d'Ivoire. Cap sur le centre-ville, quartier Frasidia. Là, l'eau coule à nouveau après plusieurs jours d'impatience. Ça fait pratiquement 3 jours que nous n'avons pas l'eau. On va essayer pour voir s'il y a l'eau. Ah bon, voilà, devant vous, voilà. Mais la qualité, ça sent. Et puis c'est jaune, il ne faut pas boire. Pour comprendre ce problème, il faut se rendre à la station qui alimente la ville. Là est traitée l'eau de surface. En période de crue, les robinets sont alimentés. En décrue, c'est la période de vaches maigres. Une réalité bien connue des habitants. Le château qui distribue l'eau à Isia n'est plus à la hauteur. Il y a des quartiers où l'eau n'arrive même pas. Ou bien il y a des quartiers où l'eau arrive à minuit. Quand vous ouvrez les robinets, il n'y a pas l'eau. Donc ce problème entraîne même d'autres maladies parce qu'on est obligé d'aller dans les puits d'un peu partout, puis ça entraîne la diarrhée. Ils envoient des tuyaux ici, 2 semaines, ils viennent prendre les tuyaux là pour partir. Qu'est-ce qu'on va dire? À faire de l'eau ici là, on souffre. Nous on est vieilles, on est vieilles. À faire de l'eau là, c'est grave ici. Nous avons un signal fort du gouvernement, de notre président, le président Alassane Ouattara. Nous attendons. Il n'a qu'à nous aider. Pour parler en termes, il n'a qu'à nous aider. En l'absence du maire Fanny Karim en mission pour le compte de la commune en Allemagne et en France, aucun élu municipal n'a souhaité se prononcer sur les efforts et actions de la municipalité pour traiter ces plaies du développement local. Des épines que les populations, elles, veulent voir retirer de leurs pieds avec célérité. Avant, l'espoir s'entretient en chant. Chaque que je vais mettre ici là. Après le mois d'octobre rose, nous sommes dans le novembre bleu, le mois consacré à la lutte contre le cancer de la prostate. Cette maladie touche 1 homme sur 8 dans le monde. Que savent les Ivoiriens sur cette pathologie? Le reportage de Nadja Eja et Tanguy Connor. Voici maintenant 8 jours que s'égrène le mois de novembre. Une période dédiée à la communication intensive en faveur des actions de lutte contre le cancer de la prostate à travers le concept Novembre bleu. Un terme nouveau pour bon nombre de personnes au sein de la population. Je n'ai jamais entendu parler de Novembre bleu. Voilà, c'est ma première fois d'entendre. On a entendu parler du cancer de sein le mois dernier. Voilà, j'ai même vu ça sur les réseaux sociaux. Par contre, je n'ai jamais entendu parler du cancer de la prostate, de novembre. Il me semble que c'est en rapport avec le cancer de la prostate. Si le concept Novembre bleu est ignoré, le cancer de la prostate n'est pas plus connu. C'est ma tante qui parlait de ça une fois. Puis bon, moi j'étais à côté, j'écoutais seulement, c'est tout. Pourtant, selon les statistiques, le cancer de la prostate touche 1 homme sur 8 dans le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré 2757 nouveaux cas et 1600 décès en 2020. J'ai un frère qui vient de décéder, la prostate. Vraiment, ça nous a beaucoup fatigués et c'est une très sale maladie. Face à la dure réalité de cette pathologie, les actions de communication doivent être intensifiées. Selon moi, on devrait faire des campagnes de sensibilisation pour que la population puisse être au courant des méfaits et des conséquences qui sont dues à cette maladie. Distribuer des affiches, parler de ça plus à la télé. Parce qu'on regarde la télé, mais j'ai jamais vu ça. Je regarde les infos, mais ce genre de trucs-là, jamais. Ça peut être effectivement, si par exemple tu es au début de la prostate, que tu vois ça, tu peux chercher à te soigner rapidement. La campagne médiatique, faire du porte-à-porte, la distribution des flowers, informer, organiser dans
dans les quartiers, avec soit des présidents des jeunes de quartier. Si on ne parle pas, nous, on ne peut pas savoir. Parler à l'époque, les gens parlaient de sida, comment tout se passait. Donc quand c'est comme ça, nous tous, on avait l'idée sur la chose. Donc nous, on aimerait qu'on fait la publicité à la télévision, à la radio, partout. Pour la campagne Novembre Bleu 2022, des séances de dépistage sont prévues au Centre national de radiologie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara à Cocody. L'examen sanguin pour le dépistage est fixé à 2 000 francs CFA contre 15 000 francs en temps ordinaire. Pour encourager et accompagner les jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques, l'association Sciences et Technologies au féminin a lancé hier la campagne CITEC Tour. Elle est dédiée aux jeunes filles issues des universités et grandes écoles et vise notamment à renforcer la communication autour de ces domaines. Nikima Moussa. Pouvoir et valoriser les jeunes filles des universités et grandes écoles du pays dans les carrières scientifiques et techniques à travers la campagne CITEC Tour, c'est la volonté de l'association Sciences et Technologies et Féminin lancée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de représentativité des femmes et des filles dans le monde scientifique. Et pour ce faire, on a une mission comme mettre à disposition des élèves, des ambassadrices, des femmes, des jeunes femmes scientifiques qui soient capables de porter le message, de leur dire que la science, c'est aussi leur domaine, c'est aussi la leur. Donc il faut qu'elles la saisissent. Pour les responsables de l'Institut national, le constat est évident. Il est donc important de créer les conditions d'admission de la gente féminine aux métiers scientifiques et techniques, d'où leur accompagnement. D'aller dans les collèges et lycées, détecter les filles qui ont des aptitudes, qui ont de bonnes aptitudes scientifiques et technologiques pour les encourager, les encadrer, les booster pour qu'elles puissent rester dans cette filière, dans ce profil-là. Nous savons que nos jeunes filles ont beaucoup de talent. Empêcher l'accès ou bien ne pas les motiver dans ce sens est une grave erreur pour notre économie nationale et pour le développement de notre pays. On sait tous que les pays actuellement aspirent à un développement durable. Et tout développement durable est basé sur l'innovation, la science. Donc il faudrait que nous, en tant que chercheurs et les femmes spécifiquement, puissent s'orienter, contribuer à l'accès à ce développement durable-là à travers l'adhésion, l'intégration à ces genres d'initiatives qui encouragent la science. Porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, CITEC Tour vise à renforcer la communication sur les domaines scientifiques, à former les étudiantes scientifiques sur diverses thématiques et surtout faire découvrir l'importance des femmes scientifiques dans le développement du pays. Situé en plein cœur du plateau à Abidjan, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire retrouve ses couleurs après le ralentissement des activités en raison de la pandémie de coronavirus. Avec 75 000 visiteurs recensés depuis 2022, le dynamisme est de retour dans ce lieu de culture, un endroit idéal pour découvrir les objets iconographiques, archéologiques et ethnographiques qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nadja Edja, Fulgence Kissiedo. Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. La porte qui s'ouvre et laisse voir en premier lieu ce crâne d'éléphant, animal emblématique du pays, et une invitation à se plonger dans l'étendue de l'histoire. Une histoire racontée dans les livres et qui s'approfondit dans cette salle d'exposition, avec notamment des objets tels que les pierres taillées et polies, exposées à l'espace archéologie. Le musée ici, c'est aussi comme un centre culturel et un centre éducatif. En venant visiter le musée pour les élèves, ça peut être comme des supports de cours, ça peut aider les enseignants même à venir préparer leurs cours ici. Et aussi, ça peut servir aussi d'éléments illustratifs des cours qu'on a déjà vus. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Au musée national, les vestiges archéologiques ne sont pas les seuls éléments visibles. Grâce aux visites guidées et interactives, on peut en apprendre davantage sur l'organisation sociale, l'économie, le pouvoir traditionnel, les inventions, la vie politique et les proverbes de la Côte d'Ivoire. Une initiation aux origines qui permet de décrypter l'écriture des peuples, transcrit pour la plupart sur des objets sculptés tels que ce tabouret royal. Ici, le bia, c'est le symbole du pouvoir. Et sur ce bia-là, nous avons d'autres signes qui sont là. Il y a derrière des pyramides qui sont là. Et là, ça rentre dans l'économie. Et l'économie qui est là, vous voyez les mains qui sont de part et d'autre, ça ce sont les sujets. Et donc, c'est de la même manière, on apprend à lire sur du papier. De cette même manière, on va apprendre à lire sur les objets que nous avons ici.
Autant de découvertes et d'enseignements qui font le bonheur des visiteurs. J'ai vu les proverbes, proverbes Krou, proverbes Akan, proverbes Mandé. Je suis content d'avoir vu des statues et des vases. Je pense que c'est une belle chose de préserver la culture. On peut savoir d'où le pays tire son origine. Nous sommes dans un mix culturel et ça fait du bien de faire retour aux sources. C'est très bien conservé et c'est un très bel endroit. Si le plateau de collection est le lieu ouvert au grand public, toute la richesse du musée est stockée dans la réserve. Plus de 14 000 objets y sont conservés et attendent d'être dévoilés, soit pour des expositions, soit pour aider au développement. Des pièces uniques à forte valeur sociale et communautaire. Il faut que ce soit aussi des objets qui ont une valeur sociale, une valeur historique, une valeur anthropologique. Ce n'est pas des objets qu'on prend comme ça, qu'on met dans un musée. L'une des plus grandes attentes en la matière est sans doute le Djidji Ayokwe, tambour ébrié qui doit bientôt être restitué après 106 ans de confiscation hors de la Côte d'Ivoire. Ça va beaucoup booster la fréquentation du musée. Parce que qu'est-ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui? Un élément fédérateur, un élément rassembleur. C'est un verront dans ce tambour, la représentation de ces parents qui sont partis. Un nouvel objet de valeur qui va permettre d'accroître le nombre de visiteurs, estimé pour l'heure à 75 000 personnes, pour l'année en cours. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la chaîne ivoirienne.